Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de parler d'Ajax. Alors l'Ajax c'est le diminutif de Asynchronous JavaScript and XML. Donc globalement c'est un terme un petit peu compliqué pour désigner quelque chose qui est relativement simple. Ça désigne le fait de faire des requêtes de manière asynchrone en JavaScript. Alors pour comprendre l'intérêt qu'a cette technologie-là, il faut comprendre déjà comment fonctionne un site web classique. Donc ici, j'ai créé un site qui me permet de lister différents articles et qui me permet de les supprimer. Lorsque je clique sur supprimer, je suis redirigé vers un script qui va permettre de supprimer un enregistrement. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé d'attendre la réponse du serveur pour pouvoir supprimer un autre enregistrement. Imaginons ici, je veux supprimer celui-là, puis celui-là. Lorsque je clique, je vois que la page est redirigée et je suis obligé d'attendre le retour pour pouvoir supprimer le second article, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des opérations bloquantes ou qui se déroulent de manière synchrone. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. En JavaScript, ça va être complètement différent. Ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais cliquer sur supprimer, automatiquement le JavaScript va capturer ma demande, donc va bloquer le clic sur ce bouton supprimer, et il va envoyer une requête au serveur et attendre le résultat. Une fois qu'il aura le résultat, il pourra soit m'afficher une box d'alerte si jamais il y a une erreur, soit tout simplement masquer cette ligne-là pour m'indiquer, pour m'afficher un retour visuel, comme quoi la suppression s'est bien déroulée. L'avantage du JavaScript, c'est qu'il ne va pas bloquer la suite et l'exécution du reste des scripts de ma page. Donc je vais pouvoir continuer à naviguer et même continuer à supprimer de nouveaux articles au fur et à mesure. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'avoir comme ça une interface plus fluide. Alors un exemple d'Ajax qui est utilisé vraiment partout, c'est dans le cas de Facebook, dans le cas de réseaux sociaux en général. Lorsque vous cliquez sur un petit like pour liker un nouvel article, vous n'avez pas tout un rafraîchissement de page, ça serait beaucoup trop pénible. Automatiquement, une requête est envoyée en Ajax au serveur de Facebook. Facebook fait son traitement et vous affiche un retour visuel. Soit il incrémente le chiffre à côté, soit il vous affiche une alerte pour vous dire que vous ne pouvez pas liker cet article par exemple. Voilà, donc c'est à ça que sert l'Ajax. Alors ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de tester de faire notre première requête Ajax. Alors pour faire ce script-là, je vais directement utiliser la console de Chrome pour pouvoir taper du JavaScript et voir le résultat en live. Ce sera un petit peu plus interactif que si on écrit un fichier JS que l'on lance à la fin. Au niveau de mon script PHP, ici delete.php, je vais juste mettre un die OK plutôt qu'un redirect, histoire de pouvoir voir si cette page est bien appelée. J'ai au passage mis un sleep ici de 3. Sleep, c'est une fonction qui permet de demander à PHP d'attendre. Donc ça me permet de simuler un chargement long. Le problème, c'est que je suis en local, donc forcément, dès que j'appelle une page, c'est quasi instantané. Avec un sleep, on pourra avoir cet effet de chargement. Alors, pour utiliser de l'Ajax et pour faire une requête en JavaScript, il faut utiliser un objet qui est un objet XML HTTP request. Donc cet objet, on va le stocker dans une variable. On est parti, var request égale new XML HTTP request. Donc vous voyez qu'automatiquement il y a l'autocomplétion. Là, comme ça, vous avez créé votre objet qui va vous permettre de faire des requêtes. Donc cet objet tel quel ne fait rien. Une fois qu'il est créé, je vais pouvoir lui demander d'ouvrir un lien. Donc pour cela, je fais request.open. Et dans cette fonction, elle prend plusieurs paramètres. Un premier paramètre qui est l'entête à utiliser. Donc ici, on va appeler le script en get. Alors les entêtes, c'est ce que vous avez sur toutes les pages. Lorsque vous actualisez une page, ici, hop, alors, je vais sortir l'onglet Network. Vous voyez que j'envoie à cette page-là une requête en get. Ici, hop, la méthode qui est utilisée, c'est du get. Lorsque l'on poste un formulaire, c'est du post. Lorsque l'on veut faire des suppressions sur une API REST, on utilisera une entête delete. Donc ça permet au serveur, et en général soit à PHP, Ruby ou autre, de mieux savoir ce que l'on cherche à faire. Ensuite, en second paramètre, l'URL à appeler. Donc ici, par exemple, la page que je souhaite appeler, c'est delete.php. Et enfin, un troisième paramètre qui va permettre de dire si on souhaite faire la requête de manière asynchrone ou synchrone. Donc moi ici, je mets true parce qu'effectivement, je veux qu'elle se déroule de manière asynchrone. Donc lorsque vous faites ça, ça ne va pas tout de suite envoyer la requête. Il faut ensuite utiliser une fonction qui est la fonction send. Donc vous faites request.send. Et automatiquement, ça va envoyer la requête. Alors si vous voulez connaître comme ça toutes les options et tous les paramètres que prennent ces fonctions-là, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur DevDocs. Alors DevDocs, c'est un site qui contient plein de docs sur plein de choses et qui a l'avantage de vous éviter de chercher à droite et à gauche. Vous cherchez l'objet XML HTTP request et vous allez avoir comme ça voilà, l'ensemble des méthodes. Donc vous voyez, aujourd'hui on a utilisé open et send. Et vous pouvez faire évidemment plein d'autres choses.
Donc là, lorsque je fais ça, vous voyez, on me dit undefined à chaque fois, c'est-à-dire que ces fonctions-là renvoient undefined, elles n'ont pas de return. Le problème, c'est que j'aimerais bien savoir si ma requête s'est bien effectuée ou pas. C'est quand même le but de faire de l'Ajax. Alors si vous êtes sur Chrome ou même sur n'importe quel navigateur, lorsque vous sortez la console développeur, il faut que vous alliez sur Network ou Réseau. Donc là, vous voyez que j'ai deux requêtes qui sont faites. Une qui permet de charger jQuery, mais on s'en contrebalance. Et surtout, ma requête Ajax, delete.php. Si vous ne voulez voir que les requêtes Ajax sur Chrome, vous cliquez ici sur ce petit entonnoir, là, un genre de, c'est l'icône filtre, et vous filtrez par XHR. Et comme ça, vous n'allez voir que les requêtes XHR. Si par exemple, je relance ma requête, ici au niveau de mon système, je refais un send. Alors hop, il ne me laisse pas le faire, parce que ça s'est déjà ouvert. Alors on va relancer une requête, on va réécrire tout notre script. Donc là, hop, on fait une nouvelle var qu'on appelle XML request, on ouvre et on envoie. Et à la fin, pour éviter justement les conflits, on fait un request égale nul, voilà, pour supprimer la variable. Donc si j'appuie sur entrée et que je vais ensuite donc dans Network, je vois qu'une seconde requête est faite. Donc mon script est bien joli ici, mais moi ce que j'aimerais bien faire, c'est évidemment récupérer le résultat. J'aimerais bien voir qu'est-ce que delete.php affiche au niveau de ma page. Donc pour faire ça, pour écouter un événement, il va falloir utiliser l'écouteur d'événements. Donc je vais actualiser ma page histoire de repartir sur des bases saines. Et je vais copier mon code. Voilà, sauf qu'on ne va pas envoyer la requête. Voilà, donc comme ça ici, j'ai ma variable request qui est prête à être envoyée. Mais je ne vais pas l'envoyer tout de suite. J'ai besoin d'écouter son comportement et surtout de savoir quand est-ce que tout s'est bien passé. Donc pour écouter le chargement Ajax, on fait request, donc le nom de ma variable, .onReadyStateChange. Donc là, vous voyez que l'autocomplétion est plutôt pratique. Égale function, c'est une fonction qui sera lancée dès que la requête va changer de statut. Donc là, pareil, si vous voulez plus d'informations, encore une fois, vous allez sur DevDocs et vous avez ici, hop, dans les propriétés, l'événement onReadyStateChange qui est une fonction. Alors cette fonction, elle va nous permettre d'écouter le comportement. Donc on va notamment pouvoir accéder à travers le mot-clé this. Hop. Vis, à ce moment-là, il vaudra évidemment la requête qui a été faite. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que tout ça se déroule de manière asynchrone. Donc là, on utilisera vis pour pouvoir faire référence à la requête en cours. Ce que l'on a besoin de récupérer, c'est le statut, savoir si tout s'est bien passé ou s'il y a une erreur. Donc là, au niveau de notre système, vous voyez qu'on a accès à différentes propriétés. Et la première propriété qui nous intéresse, c'est readyState. ReadyState nous permet de savoir l'état. Donc par exemple, unsent, ça veut dire que ce n'est pas encore, la requête n'a pas encore été lancée. Ça veut dire que la requête n'a même pas été configurée, la fonction open, on ne l'a pas lancée. Le state 1, ça veut dire on vient de l'envoyer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel moment la requête a bien été terminée. Donc c'est au moment où on a le ready state qui passe à 4. Mais de manière générale, si vous voulez juste afficher cet état, il vous suffit de faire console.log, ici this.readyState. Et ça nous donnera 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et une fois que j'ai fini, hop, je vais faire un request.send. Voilà, pour envoyer la requête. Et à la fin, je fais un request égale nul pour réinitialiser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre sur une seule ligne. Comme ça, je pourrai à chaque fois récupérer mon code. Donc là, hop, je vais copier ces deux lignes-là. Et j'ai ça. Donc, je lance ma requête. Je choisis de l'ouvrir. Même, je peux le mettre après ça. Hein. Voilà, je l'ouvre et je l'envoie. Donc, on va voir un petit peu ce statut. Donc là, je vais mettre statut de point et voilà. Donc j'appuie sur entrée, vous voyez qu'on me dit statut égale 1, ça a mis un petit temps à charger, puis 2, 3, 4. Donc vous voyez que ça se passe vraiment de manière asynchrone. On a tout le truc qui se déroule au fur et à mesure. Le nul est renvoyé ici, entre tout ça, parce que le nul est renvoyé à ce moment-là. C'est au moment où j'écris ici. Donc vous voyez que le reste de la fonction, tout ce qui est écrit ici, est lancé plus tard. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc je reprends mon code et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le retour. Donc ici, je vais mettre if this.readyState égale. Voilà, on va grossir un petit peu pour que ça soit plus simple. Égale 4. Donc si jamais le statut est à 4, c'est-à-dire que la requête a fini de bien s'exécuter, dans ce cas-là, je vais pouvoir faire quelque chose. Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est de récupérer le contenu et le texte HTML. Donc ici, hop, je retourne sur ma documentation et je vais voir dans les propriétés si j'ai des choses.
Donc on a ici response qui contient la réponse, et on a surtout deux choses qui sont plutôt intéressantes, c'est response text et response type. Donc nous, ce que l'on va plutôt utiliser, donc nous pour l'instant on va utiliser response text qui nous permet de récupérer le texte de la réponse. Donc dans mon cas, ça sera le contenu HTML qui est ici. Donc on est parti, hop. Ici, je vais mettre console.log response.text. Et attention, c'est dans vis.response.text. Et automatiquement, j'actualise. Donc là, ça me renvoie nul tout de suite, mais après, vous voyez que ça me renvoie OK. Si je change le contenu de cette page, et si je mets tralala, et que maintenant je relance ma requête Ajax, automatiquement, je vais avoir, vous le devinez, tralala. Alors le problème, c'est que maintenant, on doit indiquer s'il y a une erreur ou pas. Imaginons mon script ici, il fait des vérifications et il teste s'il y a une erreur. Donc on va mettre un test. Donc on va imaginer qu'on envoie l'idée. Et on va mettre if $_get id égale 1, die OK. Et sinon, else die not OK. Voilà. Donc là, j'ai juste fait un petit test supplémentaire. Donc, premier changement à faire dans mon script, c'est lorsque j'envoie ici des données, je vais avoir un besoin de lui envoyer l'id. Et au niveau de mon système, je vais lui dire que je lui passe l'id, par exemple 1. Donc si j'appuie sur Entrée, automatiquement, ça me donne OK. Si maintenant je lui donne un id différent, donc je vais lui donner l'id 2. Donc là, je teste bien l'égalité. Hein. Donc si c'est différent, ça devrait renvoyer not OK. Et je vois bien que j'obtiens bien not OK. Donc ça, c'est une première solution. On peut se dire, ben, dans ce cas-là, tu affiches un message pour si jamais il y a une erreur et tu affiches autre chose si jamais il y a un succès. Donc là, par exemple, on va mettre, vous ne pouvez pas, alors on va mettre supprimer cet article. Et dans l'autre cas, ben, vous pouvez, enfin, l'article a bien été supprimé. On va mettre double égal. L'article a bien été supprimé. Donc maintenant, l'idée, c'est que lorsque l'on envoie notre requête, on va alerter le résultat. Le problème, c'est qu'on n'a pas moyen de savoir en JavaScript si l'opération s'est bien effectuée ou si elle ne s'est pas bien effectuée. La seule chose que j'ai ici, c'est le response text qui me donne le texte. Donc à moins de parser pour vérifier si on a un succès ou une erreur, ce n'est pas très pratique. Donc ce que l'on peut faire, c'est jouer sur les headers HTTP. Donc par exemple, lorsqu'il y a une erreur ici, je vais renvoyer un header 500. Donc je vais mettre header 500 internal server error, hop, et ensuite je vais préciser le code d'erreur. Donc ici c'est le code 500. Donc maintenant je vais refaire une requête pour supprimer l'article numéro 2, comme ceci. Et si je regarde au niveau de network, vous voyez que cette en-tête apparaît en rouge. Hein. Elle apparaît en rouge, mais vous voyez que le code quand même s'est bien déroulé. Elle apparaît en rouge tout simplement parce que l'en-tête n'est pas une en-tête de type 200, c'est une en-tête de type 500. Donc c'est détecté par le navigateur comme une erreur. Donc maintenant, ce que l'on doit faire, c'est la détecter au niveau de notre script comme une erreur. Donc on a besoin de récupérer le header, donc le statut. Donc pour ce faire, si on regarde un petit peu partout, hein, et on cherche statut, j'avoue j'ai triché, je sais où chercher, hein. Hop, status. Voilà, vous voyez qu'on a le statut qui est en read-only qui nous permet de connaître le statut. Donc nous, c'est exactement ce que l'on veut faire. Donc c'est une variable unsigned, donc globalement c'est un entier. Et on est parti. On passe au niveau de notre JS. Donc c'est à cet endroit-là. On peut checker le statut. Donc lorsque le ready state est à 4, on va checker le statut. Donc on est parti. Donc on est parti. If this.status égale donc 3 fois 200. Si c'est un statut 200, dans ce cas-là, ça veut dire que tout s'est bien déroulé. Donc là, on mettra juste un console log ou on fera autre chose en JavaScript. Sinon, else, ben ce que l'on va faire, c'est qu'on va automatiquement alerter l'erreur. Et l'erreur, on l'aura en tant que réponse. Alerte this.response text. Comme ceci. Donc si j'appuie sur Entrée et que j'essaie de supprimer l'article numéro 2, vous voyez que j'ai une erreur. Si maintenant j'essaie de supprimer l'article numéro 1, ça fonctionne correctement. Et j'ai bien, au niveau de ma console, l'article a bien été supprimé. Voilà, donc là, c'était vraiment pour vous montrer la base. Alors, ce que l'on peut faire, c'est maintenant écrire notre script qui va permettre de supprimer cet article-là.
Alors, pour gérer toutes ces suppressions et pour gérer l'Ajax de manière générale, on va utiliser jQuery. Alors, comme vous l'avez vu, faire de l'Ajax natif côté navigateur, ça n'a rien de vraiment très compliqué. Vous voyez que le code était relativement restreint. Le problème, c'est que pour assurer une compatibilité avec tous les navigateurs, les anciens comme les futurs, c'est un petit peu problématique. Donc, l'avantage qu'offre jQuery, c'est qu'il nous offre une API, vous allez voir, qui est un poil plus simple, bien que c'est vraiment une ligne en moins. Et surtout, il nous permet d'avoir un code qui va fonctionner sur tous les navigateurs. En plus de cela, jQuery nous permettra de sélectionner ce bouton Delete beaucoup plus simplement. Donc au niveau de ma page qui liste les articles, j'ai ici chargé jQuery et après je vais charger un nouveau script, JS. Donc on est parti, script, type égale texte / javascript et ensuite on va charger un fichier que l'on va appeler app.js, que l'on va mettre dans un dossier JS pour bien s'organiser. Donc je vais créer ce fichier-là, donc on est parti, js/app.js. Et dans ce fichier, j'attends que jQuery soit bien chargé. Et pour éviter les conflits, je l'englobe dans cette fonction-là. Alors, l'idée c'est de détecter lorsque l'on va cliquer sur ce bouton supprimer. Donc ce bouton supprimer, je lui ai mis une classe btn danger. Donc on va sélectionner par cette classe-là. Donc on est parti, $.btn danger. Donc lorsque je sélectionne tous ces éléments, lorsque je clique dessus, donc là, on va utiliser la fonction onClick. Ça va lancer une fonction qui prend en paramètre l'événement. Le problème, c'est que lorsque je vais cliquer, vu que c'est un lien basique, ça va rediriger vers une page. Donc pour bloquer ce comportement-là, je vais faire e.prevent_default. Donc ça va permettre de court-circuiter le clic. Si j'actualise ma page et que je clique sur supprimer, il ne se passe plus rien. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire une requête vers le serveur. Donc pour connaître déjà l'URL, l'avantage, c'est que c'est très simple. J'ai mis ici un href. Donc, j'ai qu'à reprendre ce href. Donc, on est parti. Je vais stocker quelques variables. Var $a égale vis. Voilà, c'est pour éviter de faire la sélection tout le temps. Je vais sélectionner l'URL. Donc, on va l'appeler var url égale $a.attr href. Donc, je récupère son attribut href qui sera l'URL à appeler. Et maintenant, j'ai besoin de faire ma fameuse requête Ajax. Alors, pour faire de l'Ajax en JavaScript, on va utiliser... Donc pour faire de l'Ajax sur jQuery, on fait tout simplement $.ajax et on passe en paramètre l'URL, puis les paramètres. Donc c'est assez simple. Donc on est parti, $.ajax, l'URL appelée c'est URL, et ensuite les différents paramètres. Alors vous voyez aussi que la fonction Ajax peut prendre différentes formes. On peut aussi lui envoyer l'URL comme ça sous forme de paramètres. Là c'est vraiment à vous de voir ce que vous jugez le plus simple à utiliser. Ensuite, on va préciser le header. Comme on l'a précisé au niveau de notre requête, on va mettre type de .get. C'est important de préciser ce que l'on veut faire. Donc ça va permettre de faire automatiquement une requête à l'URL avec les paramètres. D'ailleurs, les paramètres sont complètement facultatifs. Par défaut, ça envoie une URL de type get. Donc pour l'instant, je vais me contenter juste de ce code-là. Donc je vais actualiser ma page, sortir mon inspecteur. Et j'ai besoin d'observer les requêtes Ajax. Donc pour faire ça, je vais aller dans Network. Et je filtre sur XHR. Maintenant, je clique sur supprimer. Et je vois que j'ai bien cette suppression qui a été ici lancée. Donc vous voyez, la requête n'apparaît qu'au bout du chargement. Hein, donc ne paniquez pas lorsque vous cliquez sur supprimer si vous ne voyez rien. Vous voyez qu'il y a une requête qui est en cours. Il faut attendre qu'elle se déroule pour ensuite la voir ici. Ici, l'avantage, c'est qu'on a accès à tous les headers qui ont été envoyés. Donc je vois bien que j'ai ici envoyé un get. Le statut que j'ai récupéré et tout. Donc c'est plutôt cool et vous avez surtout la réponse si ça vous intéresse. Donc maintenant au niveau de mon système, j'ai besoin d'attendre le succès. Donc ce que permet de faire jQuery est double. Vous avez d'abord la possibilité de définir les callbacks, donc comme la fonction qu'on avait écrite tout à l'heure qui était onReadyStateChange, en utilisant un callback qui s'appelle success. Donc si vous cherchez success sur la documentation, voilà. Vous pouvez mettre aussi au niveau des settings ici, hop, virgule. Donc les options success, function. Et ça va être exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf qu'attention, elle ne se lance qu'au succès. C'est-à-dire lorsque le ready state change est égal à 4. Mais pas que. Et là, on va mettre juste un petit console.log. OK. Donc on est parti. Je vais actualiser ma page pour recharger les différents scripts. Et je clique sur supprimer. Donc la requête Ajax se déroule bien, voilà. Et si je regarde dans ma console, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que success, en fait, ça veut dire que la requête est bien passée à un ready state à 4, donc
elle s'est bien déroulée, mais en plus que le header est un header 200, donc un header de succès. Là, dans mon cas ici, ce n'est pas le cas, vu que je renvoie à une erreur. Donc l'autre fonction, l'autre callback que l'on va utiliser, c'est le callback error. Donc si vous cherchez error, alors voilà, vous avez comme ça cette autre fonction. Donc on est parti, virgule, error, function, et console.log, error. Voilà, donc si maintenant, hop, j'actualise, et que je clique sur supprimer, vous allez voir au niveau de la console que je vais bien avoir error. Alors ce qu'il me faudrait faire ici, c'est récupérer évidemment le résultat, le code HTML. Alors pour voir un petit peu à quoi on a affaire, soit je modifie le code et j'actualise, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on peut directement au niveau de notre console, donc c'est dans les sources ici, hop, aller modifier le code pour pouvoir le tester. Donc si on regarde la fonction success ou la fonction error, donc dans notre cas on va voir la fonction error, on voit qu'elle prend deux paramètres. Donc on va mettre ces deux paramètres, donc c'est textStatu et JQXHR. On est parti. Donc JQXHR et textStatus. Et ce que l'on va faire, c'est qu'ici on va mettre un petit point d'arrêt. Donc je sauvegarde. Donc lorsque vous sauvegardez, évidemment ça sauvegarde que sur Chrome. Hein. Et je vais mettre un point d'arrêt en cliquant ici. Donc maintenant, je clique sur supprimer. Et là, vous voyez que la fenêtre passe au gris. Donc il y a marqué Pause in Debugger. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon script s'est arrêté là parce que j'y ai demandé de s'arrêter là. Et l'avantage, c'est qu'ici, je vais pouvoir taper, faire des choses. C'est comme si j'étais dans cette ligne-là. Donc on va un petit peu analyser ces deux objets que sont JQXHR et textStatus. Donc on est parti. JQXHR. Vous voyez qu'il me propose d'ailleurs l'autocomplétion. Donc c'est un objet qui reprend l'objet XHR que j'avais tout à l'heure. Donc c'est l'objet qui avait ready state à 4 et du coup vous devinez, si je veux le texte, je fais response text. Impeccable. Et je vais regarder l'autre variable qui était textStatus, qui elle contient juste erreur. Donc en fait elle contient le statut renvoyé. Donc on s'en contrebalance complètement hein, pour être honnête. Nous ce qui nous intéresse c'est l'objet JQXHR. Donc là c'est dans le cas où on a une erreur. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir débugué, c'est que je peux avoir accès comme ça aux propriétés et faire un petit peu mon truc, ma petite popote. Et ce qui m'intéresse, c'est response text. Donc là, je vais mettre, comme tout à l'heure, alerte, JQXHR, hop là, JQXHR, vous pouvez l'appeler comme vous voulez au passage, hein, point response text. Voilà. En revanche, maintenant on va tester l'autre cas, c'est si ça se passe bien. Donc on est parti, au niveau de ma console, donc c'était, hop, au niveau des sources, je vais arrêter ce point d'arrêt, donc je vais laisser le script continuer. Et on va l'arrêter ici. Donc on va voir un peu ce que prend cette fonction success, et comme ça on analyse vraiment progressivement. Donc là je sais que je pourrais directement vous montrer la solution, mais l'idée c'est de vous expliquer vraiment comment moi je réfléchis et comment il faut réfléchir lorsque vous analysez et que vous apprenez de nouvelles choses. Donc sur cette fonction success, vous voyez qu'elle prend deux paramètres différents, c'est data, textStatu et JQXHR. Donc on va les recopier. Donc on est parti. On va les copier à cet endroit-là. Donc c'est data, textStatus qui ne nous intéresse pas hein, et JQXHR qui contient le même objet. Donc ici, ce que l'on va avoir besoin de débugger, je sauvegarde. Ce que l'on va avoir besoin de débugger, vous le devinez, c'est data. Donc on est parti. Je clique. Alors hop, je vais changer mon script PHP pour envoyer un bon header, quoi qu'il arrive. Donc hop. On va juste laisser le die comme ceci. Et on est parti, hein. Je clique sur supprimer, le script va s'arrêter au bout de 2 secondes, et je suis à cet endroit-là. Donc là, je vais pouvoir afficher data. Donc data nous renvoie le contenu brut tel qu'on le récupère après la requête. Donc c'est impeccable, c'est ce que l'on veut. Mais de manière générale, moi je préfère toujours travailler quand même avec l'objet JQXHR qui est l'objet natif et sur lequel vous allez voir plus tard, on aura beaucoup plus de contrôle. Donc ici, je fais directement... j'ai pas besoin de récupérer la réponse en fait. Hein. Je n'ai pas affiché d'alerte, mais je vais supprimer la ligne du tableau. Donc hop, je laisse le script continuer. Donc pour supprimer la ligne du tableau, il faut que je prenne l'élément parent jusqu'à arriver au TR. Donc ici, j'ai stocké le lien, ça tombe bien, je vais pouvoir l'utiliser dans cette fonction. Donc ici, je vais mettre $a.parents, je récupère le TR et je le supprime, remove. Donc ça m'a l'air plutôt satisfaisant. Je vais réactualiser la page.
Au passage, dans les sources, vérifiez que vous décochez les breakpoints, là les points d'arrêt, sinon à chaque fois ça va arrêter le script. Donc là j'actualise et je clique sur supprimer. Et au bout de 2 secondes, vous voyez que le lien s'est bien supprimé. Alors j'avais essayé une option, donc si vous voulez mettre une animation, vous pouvez mettre un petit fade out par exemple. Ouais, ça donne juste un petit effet un peu plus sympa. Mais vous voyez que dès que je clique sur supprimer, automatiquement, pouf, mon élément se supprime. Si jamais il y a une erreur, donc comme tout à l'heure, hein, hop, alors c'était au niveau de mon delete. Si je remets mon système d'erreur et que je clique sur supprimer, cette fois-ci il ne va pas masquer, mais je vais tomber sur la fonction alerte qui m'affichera mon message d'alerte. Voilà, c'est comme ça que l'on fait de l'Ajax. Alors on va pousser un petit peu plus le truc. Donc, je vais revenir hop, en arrière encore une fois, et on va pousser un poil plus le truc. Ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher un chargement, indiquer à l'utilisateur qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc ce que l'on peut faire, c'est lancer du code évidemment avant de faire la requête. Donc ici, on peut mettre par exemple $a.text, chargement. Et lorsque le truc a fini, ici, si par exemple on a une erreur, juste avant, on remettrait le texte natif. $a.text, supprimer. J'ai mis supprimer ou delete? Non, supprimer. Voilà, comme ça vous avez ce petit effet de chargement. Donc si je réactualise, hop, et que je clique sur supprimer, vous voyez que ça affiche chargement, puis ça supprime. Si jamais il y a une erreur, ben ça réaffichera le mot supprimer avec l'alerte. Alors un détail que je vois souvent, et je vois beaucoup de gens me poser la question, c'est me sortir des trucs comme ça. Par exemple, ici, faire une variable, on va l'appeler, on va faire variable test, égale 0. Lorsque vous avez le succès, faire un paramètre data, et faire test égale data, donc les données qui sont récupérées au format HTML, et ensuite faire un alerte test. Et là, ce que les gens s'attendent à avoir, c'est à avoir tout simplement le mot qui est écrit ici. Donc là, ça serait par exemple, hop, l'article a bien été supprimé. Donc si j'actualise ma page, je vais dans la console et que j'essaie, je vois que le alerte me donne 0. En effet, il faut bien prendre ça en compte. Ce qui se passe ici dans ces fonctions, se passe de manière asynchrone. C'est-à-dire que lorsque JavaScript va exécuter le script, il va tout exécuter. Et ces deux fonctions seront exécutées plus tard. Du coup, cette variable-là n'est pas modifiée au moment où le script arrive à cet endroit-là. Si vous voulez le vérifier, c'est très simple. Vous pouvez mettre des breakpoints et le vérifier. Mais voilà, ça c'est très très important. Si vous mettez du code dans ces fonctions, ce code n'est pas exécuté dans l'ordre que vous le voyez. Voilà, ça c'était le premier détail, mais il y a beaucoup de gens qui rencontrent des problèmes. Donc faites très très attention. Tout le code que vous mettez là va s'exécuter a posteriori. Donc si vous mettez ça dans des boucles ou des variables qui sont modifiées entre temps, ça peut poser problème. Ici par exemple, moi j'utilise $a, mais l'avantage c'est que la requête Ajax, je la fais qu'à cet endroit-là. Donc $a à cet endroit-là, il vaudra vraiment que cette valeur-là. Il ne pourra pas valoir la valeur d'un autre lien. Donc faites attention aux variables que vous utilisez dans ces fonctions. Alors un autre détail, c'est une autre nomenclature entre guillemets que l'on peut utiliser, c'est le système de promesses. Donc si vous cherchez, alors ça doit être promise normalement, à partir de la version jQuery 1.5, on a un autre système qui permet de gérer les callbacks de succès et d'erreurs. Et cet autre système, c'est le système de promesses. Donc c'est ce que vous voyez ici, vous avez 4 fonctions qui sont utilisées, qui prennent les paramètres dans le même ordre, c'est-à-dire que la fonction done, elle équivaut à success, fail, elle équivaut à la fonction error que l'on a écrite, et always à complete. Alors ces fonctions-là, ce système de promesses permet d'avoir une écriture déjà qui est plus simple et plus logique. Donc l'idée, c'est de supprimer ce que l'on a écrit et de faire ça. J'écris mon URL, lorsqu'il y a un succès, donc .done, ça lancera une fonction. Donc là, on va mettre alerte. Donc cette fonction prend data, ensuite elle prend texte statut et surtout JQXHR, ce qui nous intéressait. JQXHR, on va tout écrire en minuscule. Donc là, par exemple, on avait dit qu'on prenait le lien, on prenait le tr parent et on le fade out pour pouvoir le cacher. Et on peut chain comme ça les arguments. Dire point lorsque l'on cache, donc c'est point fail, donc lorsqu'il y a une erreur, c'est ce que vous voyez ici. Hop, ça prend les arguments dans un autre ordre. Alors ça, je suis pas forcément 100% d'accord avec eux. Je trouve pas ça très logique. Vous voyez que les arguments, ils changent de sens tout le temps. C'est horrible à gérer. Bon, ici, c'est JQXHR et texte. Bon, on s'en fout, on a besoin que de XHR. Donc là, on avait dit qu'on faisait un alerte de JQXHR
xhr.responseText. Voilà. Et enfin, la dernière fonction, always, qui se déroule quoi qu'il arrive. Donc dans cette fonction, on peut par exemple remettre sur le lien le texte supprimé. Donc cette structure-là est plus logique. Vous voyez que si on l'écrit, hop, alors suivant comment on l'écrit, évidemment, là je n'ai pas écrit de la manière la plus optimale possible, je dois l'avouer, mais ça permet de mieux comprendre comment se déroule le script et de pouvoir lancer les fonctions les unes après les autres comme ça. Voilà, bon, ça revient vraiment au même, mais si vous regardez, les autres fonctions risquent d'être dépréciées dans un futur plus ou moins proche. Donc habituez-vous à utiliser les promesses, c'est des choses que l'on utilise de plus en plus en JavaScript, et ça permet vraiment de mieux comprendre. Lorsqu'on le lit, on fait cette URL, lorsque ça réussit, lorsque ça échoue, lorsque peu importe, lorsque ça peu importe en fait. Et voilà. Donc je vais quand même faire un test pour vous montrer que ça fonctionne. Donc on va enlever le alerte test de la fin. Hop, mais vous voyez ici, je clique sur supprimer et automatiquement le lien est supprimé. Voilà. Donc là, on a fait notre premier cas réel de requête Ajax. Alors je vais au niveau de mon code ici, supprimer mon die pour que ça supprime vraiment l'article. Donc vous voyez, je clique sur supprimer, hop, je clique sur celui-là, 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 et ces articles-là, lorsque j'actualise, sont bel et bien supprimés. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc vous savez maintenant faire de l'Ajax. Alors on va faire une autre petite requête Ajax, histoire de mettre en pratique ce que l'on a vu. C'est essayer de poster un nouvel article. Donc ici on est parti, au niveau de mon index.php, je vais créer un petit formulaire. Donc on va l'écrire au-dessus du tableau, form, méthode égale post, action égale add.php. Je vais ensuite fermer ce formulaire et mettre à l'intérieur un input de type texte et qui aura pour nom le titre de l'article. Moi je crois que j'avais mis le champ name, voilà. On va mettre un petit placeholder égale titre. Et ensuite on va mettre un button de type submit qui va permettre de soumettre le formulaire et qui aura comme valeur, qui n'a pas de valeur d'ailleurs, on met directement le texte ici, envoyer. Voilà, et pour que ça soit stylisé avec Twitter Bootstrap, on met la classe btn et btn primary. Donc si maintenant j'actualise la page, vous voyez que j'ai ce bouton envoyer. J'ai un petit problème aussi au niveau du style de ce petit champ. Je crois qu'il faut mettre une classe dégueulasse, form control là. Voilà, pour que ça soit joli. Bon, c'est dégueulasse, mais on s'en contrebalance. Et ici, hop, je vais rajouter une classe form inline. Je crois que c'est ce qu'il faut mettre. Voilà, et vous voyez que j'ai comme ça le système qui me permet d'ajouter un article. Donc je n'ai pas de script PHP pour le faire, donc je vais le créer, add.php. Je vais recopier le code de la suppression. Donc globalement, on require database, je require cette classe-là dont j'ai besoin, je crée la connexion à la base de données, je définis le debug à 1 pour pouvoir afficher le truc, et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va insérer le résultat. Donc on va mettre insert into post set, et on va définir le nom, c'était name, et le name il sera passé non pas en get mais en $_post, post name, et lorsque j'ai fini je redirige vers la page précédente. Impeccable. Donc là on est parti, j'actualise la page, je vais essayer de poster un article, on va mettre as et je clique sur envoyer. Alors j'ai une petite erreur ici, alors ça c'est pas du tout lié à quoi que ce soit donc ça c'est tout simplement lié à mon script PHP, alors je vais le changer viteuf. Mais globalement je faisais un fetch all quoi qu'il arrive, alors que je n'ai pas besoin de faire de fetch all lorsque je fais un insert ou un update. Voilà, insert. Donc hop, je réactualise, et vous voyez que ça me redirige. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal, et là c'est plutôt un ou. Voilà. Donc je réactualise en soumettant les informations, et je vois bien que je suis redirigé sur la page. Et l'article a bien été rajouté. Donc il a été rajouté sûrement en dernière page. Voilà. Donc, je vais changer le order by pour pouvoir organiser par idée décroissante pour avoir les premiers enregistrements en premier. Donc là au niveau de mon index, hop, on va être order by idée décroissante. Voilà, comme ça me permet de vérifier les nouveaux enregistrements. Donc mon but c'est maintenant de rendre ce fonctionnement ajaxable. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est le but du truc. Donc on est parti, on va donner à mon petit formulaire un ID pour pouvoir le sélectionner en JavaScript. On va l'appeler id égale form-add. Au niveau de ma fonction app.js, je vais détecter lorsque l'on soumet ce formulaire-là. D'ailleurs,
Donc on est parti. Dollar dièse form add. Je sais déjà même plus le nom que j'y ai donné, c'est form-add, voilà. Lorsque l'on le soumet, donc point submit ou on submit, function qui prend en paramètre l'événement, on fait un prevent default pour empêcher la soumission du formulaire, et on est parti. Je vais sauvegarder le formulaire dans une variable pour pouvoir l'appeler un petit peu partout, et je vais ensuite faire une requête Ajax. Donc on fait $.ajax, l'URL c'est l'URL, et ensuite j'ai besoin de préciser le type, parce que là je vais envoyer les données en post. Donc je vais mettre type de point post. Au passage, si vous voulez faire des requêtes particulières et des requêtes assez simples, vous avez des petits raccourcis. Vous avez par exemple la fonction post et la fonction get qui permettent de faire... C'est un raccourci vers la fonction Ajax. Donc au final, ça fait la fonction Ajax, mais vous voyez que ça prend des paramètres qui sont un petit peu plus simples à utiliser. Donc nous, on va plutôt utiliser ça parce qu'on va gagner du temps comme ça. Donc ici, vous mettez $.post, l'URL, les données à envoyer. Là, vous allez voir qu'on va être gêné. Et ensuite... vous pouvez soit utiliser les settings pour mettre success, qu'est-ce qui se passe en cas de succès, en cas d'erreur ou tout ça, ou réutiliser notre système de promesses. Donc au niveau de mon script PHP, add.php, je vais quand même faire une vérification. Je vais vérifier est-ce que des données ont été postées. Donc je vais ici mettre ça tout au début. If différent de i7 $_post name, c'est-à-dire qu'on n'a pas posté de nom ou qu'il est vide, ou empty $_post name. Dans ce cas-là, je vais renvoyer un statut. Donc moi, j'ai choisi de renvoyer le header 500 tout le temps, hein, parce que c'est un header qui dit que... Voilà, mais on peut vraiment utiliser un autre header. Et je vais mettre die. Vous devez préciser un nom. Donc là, au niveau de mon die, moi, je mets que du texte, mais vous pouvez vraiment renvoyer n'importe quoi. Vous pouvez renvoyer du JSON, ce que vous voulez. Voilà. Et sinon, le reste du script va continuer à s'exécuter. Donc ça me paraît plutôt sympa. Je vais sortir ma console et comme d'habitude, vous allez vraiment avoir besoin de la console et surtout de la partie network pour vérifier ce qui se passe. Donc je suis sur XHR et je vais essayer d'ajouter un article. Je clique sur envoyer et vous voyez que j'ai au niveau de la console, donc c'est ici une erreur, on me dit que URL is not defined, donc j'ai été un petit peu tête en l'air. Ici j'ai mis URL alors que ça n'existe pas. L'URL c'est form.atr, c'est l'action du formulaire. Donc on est reparti, j'actualise ma page, je reviens sur la partie network et je clique sur envoyer. Et on me dit, vous devez préciser un nom. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Le problème, c'est que j'aimerais bien, maintenant si je écris un truc, il m'affiche toujours la même erreur. Parce que le problème, c'est que je ne lui envoie pas les paramètres. Donc pour lui envoyer les paramètres, je peux lui envoyer un objet en mettant name et en récupérant les différents paramètres. Mais ça, c'est un petit peu chiant. Imaginez si vous avez un formulaire avec des inputs de type radio, des selects et des choses comme ça, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc il y a une petite fonction plutôt pratique de jQuery qui est, donc si vous cherchez dans la doc, c'est serialize. Donc pareil, vous pouvez la chercher directement ici ou carrément dans DevDoc. Donc si vous allez sur la partie jQuery, voilà, donc hop, je vais aller la cocher. Bon alors moi j'aime bien ce site, hein, je fais pas de la pub gratuite pour faire de la pub là, mais c'est vraiment, quand vous cherchez des trucs, vous n'avez pas forcément un IDE, vous utilisez un truc comme Sublime, ça vous permet de chercher vite fait des fonctions rapidement. Donc là, il y a deux fonctions utiles. Une première qui s'appelle serialize, qui permet de serialiser un formulaire, et une autre qui s'appelle serialize array. Donc pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces fonctions, au niveau de la console, on va directement faire le truc. On va faire $form égale, donc c'était form add. Voilà, et si vous faites form.serialize, donc là vous voyez dans l'autocomplétion, c'est plus pratique. Ça vous donne une chaîne de caractères au format get, qui peut être pratique si vous voulez l'envoyer à la requête get. Si vous mettez serialize array, ça vous envoie la même chose mais sous forme d'objet. Du coup, ce que l'on va faire, c'est essayer d'envoyer directement ces valeurs-là. Donc on est parti ici, plutôt que de me casser le bol à faire un objet manuellement, je fais $form.serialize array. Voilà, et ensuite, si jamais la fonction s'est bien exécutée, dans ce cas-là, je vais faire un petit console.log de JQXHR. Bon, après, on s'en contrebalance. Si jamais il y a une erreur, directement on renvoie le texte. Ça, c'est très très bien. Et dans tous les cas, on va masquer chargement qu'on affichera plus tard. Donc là, par exemple, on peut prendre le bouton de type submit en faisant $form.find button .text. Et là, ça va être envoyé. Lorsque l'on fait le chargement, hop, au niveau de notre système, ici, on rajoute le texte chargement. Donc on va faire un petit essai maintenant de notre fonction.
j'actualise ma page, je rentre as et je clique sur envoyer. Donc je vois ici qu'au niveau de mon résultat XHR, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et si je vais dans Network, j'ai un header de 100 et je vois au niveau de la réponse que je récupère mon code HTML. En fait, ce qui se passe, c'est que le JavaScript, il fait la requête. Mais au niveau de mon système, ici, donc c'était au niveau de mon add.php, il redirige ensuite vers la page d'accueil. Donc ça me va pas. Moi, j'aimerais bien avoir un retour particulier si jamais on tape du PHP. Donc si jamais on fait la requête en Ajax. Donc si vous voulez vérifier que la requête a été faite en Ajax, il faut faire if iset $_server et vous avez un objet dégueulasse qui a un nom impossible, c'est http xRequestedWith, voilà. Et cet objet prend une valeur qui est la valeur XML HTTP request. Et ça permet de savoir en fait si la page a été appelée en utilisant n'importe quoi ou en utilisant de l'Ajax. Donc ici c'est XML HTTP request. C'est exactement l'objet que l'on a utilisé. Donc si jamais on le tape avec cet objet là, on affiche quelque chose, sinon on affiche autre chose. Donc pour vous montrer un petit peu les valeurs que prennent cet objet là, on va mettre un petit vardump histoire de l'afficher. Vardump $_server, l'objet dégueulasse. Voilà. Et on met un petit die juste après. Je vais appeler cette page en PHP. Donc ici je vais mettre add.php. Et vous voyez que cet objet n'existe pas. Maintenant, je vais le taper en Ajax. Donc, c'est lorsque je clique sur envoyer. Et là, hop, quand je regarde, vous voyez que ça prend bien cette chaîne XML HTTP request. Donc ça va nous permettre globalement de vérifier si c'est de l'Ajax. Vous pouvez même le mettre dans une fonction en faisant... ouais, on va le faire. Hein. Function is Ajax. Ça return ça. Voilà, ça sera beaucoup plus simple à utiliser partout sur votre site. Voilà, vous retournez directement ce résultat-là. Et vous n'oubliez pas un petit point virgule. Donc maintenant, j'ai juste à mettre if is Ajax. Donc si ma requête a été faite en Ajax, dans ce cas-là, je vais pouvoir afficher le résultat. Sinon, j'affiche le header avec location index.php. Donc par exemple, ici, ce que je vais retourner en cas de résultat correct, ça va être hop, un petit tr. Ensuite un td avec le nom qui a été posté, donc c'est $post name. Voilà. Je vais mettre un bouton supprimer. Donc là, c'est exactement la même chose que ce que j'ai écrit dans index.php au final. Donc là, c'est tout ce code-là que je récupère. Voilà. Et en fait, je vais renvoyer ça comme ça à mon JavaScript. Alors le petit problème que je vais avoir, c'est que j'ai besoin de connaître l'article. Donc pour cela, je vais juste récupérer le dernier article qui a été rajouté. Donc je fais $db query first select everything from post order by et j'organise par ID décroissante. Voilà. Et le query first rajoutera un limite à 1. Et ça, hop, je sauvegarde dans cette fameuse variable $post. Mais ça, je n'ai besoin de le faire que si je suis en Ajax. Donc je rajoute ça dans l'Ajax. Donc vous voyez que ça permet comme ça de gérer deux cas. Si on fait un appel standard, si on veut supprimer en utilisant de l'HTML classique, une requête HTTP classique, ou si on le fait en utilisant une requête Ajax. Donc ensuite au niveau de mon résultat, donc au niveau de mon de mon app.js, lorsque je récupère le résultat, et je peux le rajouter au tableau. Donc je fais $table. Et donc c'est tbody.prepend. Et je rajoute le résultat jqxhr.responseText. Voilà, donc si jamais j'ai un succès, ça devrait rajouter la ligne que je récupère. Donc on va faire un petit essai. Je rajoute AZ2 deux fois. Je clique sur envoyer. La requête se déroule bien. En revanche, au niveau de la preview, ici, je n'ai rien. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc au niveau du add.php, voilà, j'ai laissé le die tout en haut, ce qui est évidemment loin d'être malin. Donc je refais une actualisation. Donc je vais mettre AZ2, je clique sur envoyer et automatiquement, vous voyez qu'il apparaît. Si vous voulez un effet un petit peu plus sympa, vous pouvez prendre cet élément-là, on va l'appeler tr, le mettre dans une variable jQuery et ensuite l'ajouter en faisant tr. Et l'avantage, c'est qu'après, on peut faire, une fois qu'il a été ajouté, tr.hide.fadeIn pour pouvoir l'afficher progressivement, quoi. Donc hop, on va faire un essai.
Je clique sur envoyer et vous voyez que j'ai bien cette apparition qui apparaît. En revanche, lorsque je clique sur supprimer, vous voyez que ce n'est pas de l'Ajax qui a lieu. En effet, ça c'est très important de bien en prendre note. Lorsque vous rajoutez du contenu, là, j'ai demandé de détecter le clic sur tous les boutons qui ont la classe Danger. Donc ces éléments-là étant rajoutés après coup, forcément, mon système ne va pas se coller dessus. Mon événement qui va écouter le clic sur la suppression ne va pas fonctionner. Donc si vous tenez vraiment à avoir ce système-là, ce qu'il faut faire, c'est écouter le clic, par exemple lorsqu'on clique sur le tableau, et ensuite filtrer en disant là non, par contre tu ne le déclenches que si on a cliqué sur un BTN Danger. Donc l'avantage, c'est que le tableau, lui, ne bouge pas au niveau du code HTML, et du coup cet événement va continuer à se dérouler. Donc, si maintenant je refais un essai, je vais mettre article de test, je clique sur envoyer, donc vous voyez que l'article se rajoute, et maintenant si je clique sur supprimer, ça continue à se dérouler en Ajax. Si vous voulez plus d'informations sur l'intérêt et le fonctionnement de cette fonction on, j'ai fait un tutoriel qui est spécifiquement dédié au sujet. Donc je vous invite à le rechercher sur Google. Donc un autre petit problème, c'est lorsque je rajoute un article, vous voyez que ce champ reste complètement rempli, ce qui n'est pas idéal. Donc là, ici, lorsqu'on a un succès, donc tout s'est bien passé, on peut dire qu'au niveau de notre formulaire, on va trouver le champ qui est un champ de type input, et on va lui mettre sa valeur à 0. Bon, là, je fais du code un petit peu dégueulasse au niveau des sélecteurs, mais c'est vraiment pour vous expliquer le principe. Après, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, c'est à vous d'imaginer les interactions avec l'utilisateur. Donc là, je refais un test, article, je clique sur envoyer, je vois bien que c'est revidé et que ça rajoute. J'ai enfin fini mon système de requête Ajax. Voilà, donc vous savez maintenant faire de l'Ajax. Donc l'Ajax côté JavaScript, vous voyez que c'est loin d'être compliqué. Si je récapitule, on fait juste $.ajax ou .post ou .get. Donc on va faire un .get. On lui passe en paramètre l'URL à appeler. Et ensuite, on a trois fonctions. Une fonction qui se déroule lorsque tout se passe bien. Donc on va mettre function. Une autre fonction lorsqu'on a une erreur. Donc lorsque le header renvoyé est un header de type d'autre type que 200. Et ensuite, always qui se déroule tout le temps, quoi qu'il arrive. Voilà, avec ça, vous êtes en mesure de faire des requêtes Ajax. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est savoir que tout ce qui se déroule dans ces fonctions se déroule de manière asynchrone. C'est-à-dire que ça ne va se dérouler que lorsque la page est chargée. Donc il faut bien faire attention à la chronologie de vos variables et à la portée justement de vos variables. Alors j'aimerais bien finir sur un dernier point, alors qui ne va pas concerner tout le monde. Alors je vois souvent une question assez bête revenir, c'est de savoir est-ce que je peux faire de l'Ajax avec CakePHP, est-ce que je peux faire de l'Ajax avec Laravel ou autre. Comme vous l'avez vu ici, ce que je fais en Ajax n'a absolument rien à voir avec mon serveur. Peu importe ce qui se passe côté serveur, on s'en contrebalance. Tout ce qui est important, c'est ce que vous avez écrit en JavaScript. Alors, je vous propose un exemple. J'ai créé la même page avec Laravel. Donc ici, je vais aller sur Laravel /public. J'ai créé le même script. Alors, il n'y aura peut-être pas la fonction d'ajout, mais vous voyez que c'est la même chose. Donc, je vais aller maintenant dans mon dossier Laravel et ouvrir mon post controller. Mon post controller fait rien de très compliqué. Vous voyez, il affiche les données et c'est tout. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'implémenter le même système de suppression. Donc on est parti. Je vais copier mon script JavaScript et mon script JS. Donc on est parti. Donc je vais prendre ma vue. Donc c'était dans le layout. Et je vais charger, alors là je chargeais jQuery depuis Google et je vais charger app.js. Donc on est parti, HTML, script. Alors c'est js/app.js. Donc peu importe vraiment le framework que vous utilisez, même si vous l'utilisez avec PHP, même si vous utilisez Symfony, ça sera toujours la même chose. Vous allez voir qu'il y a très peu de choses à changer. Donc là je vais juste vérifier qu'au niveau de ma console, mon JS soit bien chargé. Voilà, c'est bien le cas. Et donc dans mon dossier public, je vais aller créer ce nouveau fichier. Donc c'est dans Laravel /public /js/app.js. Donc on est parti. Donc on va détecter lorsque l'on clique sur ces boutons. Donc c'est exactement le même script que celui que l'on avait écrit tout à l'heure. Je vais le réouvrir d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe de commenter. Donc je vais prendre la même chose. Lorsque je clique sur mon tableau et je filtre pour que ça détecte que les clics sur les BTN Danger, ça va lancer une fonction qui prend en paramètre l'événement et qui fera e.preventDefault. Je récupère le lien en faisant var $a égale
this. Voilà, ça c'est très classique. Et je récupère l'URL en faisant var URL égale $a.href. Donc là, je récupère le lien. Donc le lien, c'est le lien vers la page, comme si je faisais la requête directement. Donc au niveau de la Ravel, il y a un petit détail à prendre en compte, et ça peut être pareil sur CakePHP ou sur les frameworks qui respectent REST, c'est qu'il s'attend à avoir un header de type delete. Donc pas de grave, on va utiliser directement la requête Ajax. Donc $Ajax. En premier paramètre l'URL, en second paramètre les options. Donc ici, type de point delete. Donc on précise le header manuellement. Et ensuite, on va lancer nos fonctions. Donc là, c'est exactement la même chose, il n'y a rien de différent par rapport à tout à l'heure. .done, .fail et ainsi de suite. Le problème que je vais pouvoir rencontrer, c'est le problème que ici, ce que me renvoie la Ravel va être différent. Si je regarde au niveau de mon contrôleur, donc c'était le post contrôleur, lorsque l'on fait une suppression, alors je vais tout cacher parce que là c'est un véritable bordel. Hop. Lorsque je fais un destroy, je redirige vers une autre route. Mais ça, je n'ai pas besoin de le faire tout le temps. Je vais changer en mettant une condition. If request Ajax. Donc si la requête est en Ajax, je vais y faire quelque chose. Sinon, je redirige. Et comme ça, on va mettre des conditions. Si vous êtes sur CakePHP, c'est un peu la même chose. Dans vos contrôleurs, vous avez une fonction qui est this request is Ajax. Donc si c'est une requête qui est faite en Ajax, dans ce cas-là, je renvoie non pas du texte, mais je renvoie du JSON en faisant return response JSON. J'y mets un texte bidon et surtout, je lui mets le statut 200. Si quelque chose venait à mal se passer, je mettrais un statut 500 ou 400 ou ce que je veux qui indiquerait qu'il y a eu un problème. Donc maintenant, au niveau de mon JS, ça va fonctionner correctement. Donc là, j'appelle cette URL en delete sans lui passer de paramètres et je fais tout mon bordel. Donc maintenant, j'actualise ma page et je clique sur supprimer. Et vous voyez que j'ai bien ce système de suppression. Si jamais j'ai une erreur, ça me le dira. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire l'autre fonctionnalité dont je parlais tout à l'heure, qui était la fonctionnalité qui permettait d'afficher ce formulaire d'ajout. Donc on est parti. Donc je vais reprendre exactement le même formulaire. Donc là, c'était index.php. Hop, voilà, il est là. Donc on est parti. Form, open. Donc on lui passe l'URL et on va lui passer l'URL à appeler. Donc ici c'est route et alors je crois que c'est post.create .store. Voilà. Ensuite je mets un champ, donc c'est form texte et ça sera un champ pour préciser le titre de l'article. Donc c'est name. Et ensuite je ferme mon formulaire. Form end. Forme close et le petit bouton pour soumettre forme submit envoyer. Alors je sais plus si c'est ça. Hein. Hop, on va tester. J'actualise ma page. Voilà, et j'ai bien ce résultat là. Bon, j'ai pas mis les classes, on s'en contrebalance. Maintenant, au niveau de mon JS, je vais intercepter lorsque l'on va essayer de soumettre ces informations. Donc on est parti. Donc c'est le formulaire. Lorsqu'on le soumet, donc on, submit. Ou directement, si vous préférez, submit. Function, qui prend en paramètre l'événement, et on prevent default. Et je ne vais pas me prendre la tête du tout, je vais carrément au niveau de mon système, recopier le code que j'ai écrit tout à l'heure. Parce que vous allez le voir, ça reprend vraiment les mêmes choses. Donc là, je veux faire un ajout, donc c'est bien un post qu'il faut faire. Si vous voulez faire une édition, il faut envoyer en input. Au niveau de l'URL, tout va se mettre correctement. Par contre, il faudra qu'au niveau de ma vue, donc au niveau de mon système sur la Ravel, je retourne le bon code HTML. Donc là, ça va être exactement la même chose que l'on a fait. On va devoir, au fur et à mesure de notre contrôleur, rajouter ces conditions-là. Donc lorsque l'on essaie de rajouter, donc c'est dans la fonction store, qui se trouve ici, voilà. Donc il valide les données, on s'en contrebalance et j'ai généré ça via un scaffolder. Mais voilà, ici on va faire la même chose. Si je suis en Ajax, je fais quelque chose. Donc ici, ça serait rendre juste une vue simple. Donc on fait view, make. Donc la view, ça serait post.row item. Voilà. Et on lui envoie en paramètre hop, notre article qui vient d'être créé. Donc c'est ici post. Au niveau de ma vue, je peux créer le système. Donc je vais dans la Ravel, /app, /views.
Et ensuite, je vais dans Post et je vais dans item.blade.php. Je vais me baser sur ce que j'ai fait pour index.blade.php. Voilà, je vais prendre juste le contenu de cette boucle pour avoir juste un petit TR. Voilà. Je n'ai besoin ni de layout, quoi que ce soit. Ça va être directement ce code-là qui va être renvoyé à mon JS qui va ensuite se charger de le rajouter dans le tableau. Donc au niveau de JS, vous voyez que ça ne change absolument rien. Toute l'implémentation que vous avez à faire, c'est côté serveur. Donc je vais ici essayer de poster un nouvel article. Je clique sur envoyer et vous voyez que j'ai une petite erreur. Donc là, on ne panique pas, hein. On regarde au niveau de notre console. Vous avez eu l'erreur toute dégueulasse. Elle a été renvoyée au format JSON au passage parce que vous voyez que la vue, on l'a demandé... Elle a été renvoyée au format JSON hein, parce que c'est comme ça que gère Laravel nativement dès qu'il détecte de l'Ajax. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours y avoir accès dans la partie network. Et là, globalement, on me dit qu'il y a un problème avec le token. Parce qu'en fait, par défaut, il y a une validation du XHR et je ne l'ai pas mise dans mon routing. Donc au niveau de mon routing, hop, ici, c'était dans routes.php. Alors c'est dans routes.php. Voilà, ici, je vais préciser qu'on veut le routing pour toutes les requêtes qui sont de type post, put et delete. Donc je vais soumettre, je ressors toujours la console. Pensez, ouais, dès que vous voulez faire des tests en Ajax, il faut vraiment avoir la console sortie parce que vous allez avoir des problèmes partout. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon post controller, lorsque je sauvegarde les données, vous voyez qu'il les sauvegarde en brut. Alors ça, c'est quelque chose que l'on va vouloir éviter. On va mettre ici $data égale input et moi je n'ai besoin que du nom, only name. Voilà. Et au niveau de mon post.php, je vais définir les règles et je vais dire par exemple que le name est required et qu'on veut qu'il soit au minimum de 3 caractères. Voilà. Voilà. Et dans les filables, donc je précise qu'on peut rentrer le name. Sinon, évidemment, il va me bloquer. Et au niveau de mon post controller, tout a l'air correct. Donc je clique, je rentre un article bidon et lorsque je clique sur envoyer, hop, j'ai une petite erreur parce que ici compact prend une chaîne de caractères. Je suis un petit peu fatigué, désolé. Voilà, dès que je clique sur envoyer, cette fois-ci, vous voyez bien qu'il a enregistré. Donc le bouton submit, il a merdé parce qu'il s'attendait à avoir une classe particulière, il me semble. Hop, un bouton et ça l'a fait planter. Bon, on s'en contrebalance, mais vous voyez que ça fonctionne correctement. Et je peux aussi le supprimer. Sauf que maintenant, la suppression, vous voyez, ça plante. Pourquoi? Parce que, comme je lui ai demandé de vérifier qu'il y avait un token XHR pour toutes les requêtes. Et ça lui pose problème. Si vous voulez stocker le token un petit peu partout, alors moi, c'est quelque chose que je fais. C'est pas forcément optimal, mais ça fonctionne. Au niveau de votre script, là, tout en haut, vous faites script. Hop, et vous mettez directement juste un petit bout de script qui fera var underscore token. Alors je l'écris vraiment en majuscule avec underscore pour être sûr que personne ne l'écrasera. Et ici vous mettez directement le token qui est récupéré en session en faisant session get underscore token. Comme ça, si vous avez besoin d'utiliser le token dans vos scripts ensuite, vous allez pouvoir le faire. Donc le problème, c'est qu'il nous autorise absolument aucune URL sans utiliser de token. Donc on va être obligé à chaque fois de renvoyer le token, donc soit en le renvoyant directement sur le lien, soit en le renvoyant dans l'URL. Et là, c'est ce que l'on va faire. On va juste au niveau de notre app.js, lorsque l'on va faire une requête de type delete. Et donc là, l'avantage, c'est que je vais faire data, token, underscore token. Écrit, je crois que je l'écrivais comme ça en majuscule. Voilà. Donc comme ça me permettra d'envoyer le token en même temps que ma requête. Donc on va faire un petit essai. J'actualise ma page et je clique sur supprimer. Et vous voyez maintenant que le système rentre dans l'ordre. Donc il y a effectivement quelques petites adaptations à faire, mais encore une fois, c'est lié au fonctionnement de votre framework. Donc pareil, sur CakePHP ou Symfony, si vous avez besoin de passer un token, il faudra le faire. Mais vous voyez que les requêtes fonctionnent de la même manière. Après, vous pouvez adapter évidemment les résultats. Je vais essayer de faire un exemple. Je vais soumettre ici des informations qui sont incorrectes. Lorsque je soumets des informations incorrectes, ici la règle ne va pas se valider et ça me redirige vers la page précédente. Donc là, pareil, je vais rajouter ma condition parce que je n'ai pas besoin de faire la même chose suivant que je sois en Ajax ou pas. Donc c'est là aussi où ça vous fait un petit peu le double de travail parce que vous allez devoir gérer les deux cas. Donc si jamais on a une erreur, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire return response JSON et on va renvoyer en JSON les erreurs. Donc en faisant, alors c'était validator errors et on les renvoie avec un header de type 500. Voilà, je crois que errors c'est une fonction. Donc maintenant je réactualise, enfin j'ai même pas besoin de réactualiser vu que j'ai pas changé mon JS. Je clique sur envoyer
et vous voyez que j'obtiens ce résultat-là. Donc au niveau de ma console, hop, il me dit qu'il ne peut pas poster, et si je regarde, j'ai un JSON qui contient mes différentes erreurs. Donc l'avantage, c'est que je peux ensuite gérer ces erreurs-là, et vous pouvez les gérer de la façon que vous voulez. Le problème, c'est que mes erreurs, je les ai au format JSON. Alors pour les voir un petit peu, je vais aller dans les sources, prendre mon app.js et arrêter le script en cas d'échec. Donc c'est lorsque j'essaie d'ajouter un formulaire. En cas d'échec, je m'arrête ici. J'essaie de renvoyer les infos, le script s'arrête et je vais pouvoir maintenant inspecter les variables. Donc dans la variable xhr, vous voyez que j'ai response text, mais j'ai aussi un autre objet qui est response JSON, qui est plutôt pratique, qui contient directement les différentes erreurs. Donc là, bingo, on a directement le truc. On va directement pouvoir se faire un petit for each. Donc jQuery.each function qui prend en paramètre l'index et ensuite en second paramètre la valeur. Voilà, ça nous permet d'éviter de faire un for dégueulasse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir afficher les erreurs. Donc là, par exemple, on va les ajouter après le body. Donc on va faire body.append. Une erreur est survenue. Allez, on va même faire du bootstrap div classe alert danger. Voilà. Et on va mettre chacune des erreurs. Donc là, on va juste s'amuser à mettre V. Voilà, hop, V. Donc V, c'est un tableau, vu que Laravel nous renvoie les différentes erreurs, donc on va les joins, on va joindre les différents éléments par un espace. Voilà. Donc après, évidemment, on peut améliorer, mais là, ça nous suffira. Et on est bon. Voilà. Du coup, on n'a plus besoin de ce alert. Et ce que je vais devoir faire, c'est faire un each sur ça, sur response JSON. Et ici, je me suis gouré. C'était pas à cet endroit-là que je devais le faire. C'était au moment où j'envoie le formulaire. C'est à cet endroit-là. Voilà. Petite erreur de ma part. Donc, si je réactualise et que je clique sur envoyer, vous voyez ici que j'ai les erreurs. D'ailleurs, c'était pas très logique de les avoir mis dans le... Il faudrait les prepend dans le body et on va même les prepend dans le container. Bon, c'est un exemple, mais hop, si j'actualise et que je clique sur envoyer, vous voyez que j'obtiens bien ce résultat-là. Donc après, vous pouvez évidemment adapter pour pouvoir afficher les erreurs sous les formulaires. Ici, je n'ai qu'une seule erreur, alors on va mettre de fausses erreurs pour pouvoir vous montrer que ça fonctionne. On va lui demander un champ complètement débile, qui est type, et on va lui demander qu'il soit required. Maintenant, si je sauvegarde et que je resoumets mes informations, automatiquement, vous voyez que j'ai plusieurs erreurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc avec du JSON, vous pouvez comme ça renvoyer à votre JavaScript différentes variables avec clé-valeur. Comme ça vous permet de transférer en fait des variables de PHP au JS. Donc en PHP, vous les renvoyez au format JSON et en JS, vous les récupérez en faisant l'objet jQuery.response.json. Si vous voulez seulement du texte, pour par exemple réafficher le contenu HTML lorsque l'on soumet des informations correctement, par exemple, lorsque je soumets un titre qui est valide, et là, ce que vous avez besoin de faire, c'est juste de récupérer le texte pour pouvoir le réafficher au niveau du code HTML. C'est à vous de voir, suivant les cas et suivant les besoins, ce que vous allez faire. Si vous allez plutôt avoir tendance à retourner du JSON pour pouvoir le parser, ou renvoyer du texte pour pouvoir le réafficher directement. Donc le JSON donne cet avantage d'avoir ensuite la possibilité d'avoir un peu plus de traitement par la suite. Voilà, donc je tenais vraiment à faire ce petit bout supplémentaire pour vous montrer que même si vous utilisez un framework derrière, et peu importe le framework ou même la technologie que vous utilisez, ça peut être du Ruby, ça peut être du Python, ça peut être ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. L'Ajax, c'est du JavaScript. Vous appelez une URL et l'URL va vous renvoyer un résultat, soit au format JSON, soit au format texte, et après vous le traitez. Donc toute la partie serveur peut être interchangée à tout moment. Ça n'a pas d'importance, il faut vraiment bien comprendre ça et bien comprendre que votre JavaScript ne va pas dépendre de la techno côté serveur. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne l'Ajax. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de très très compliqué. En revanche, c'est un petit peu plus chiant à implémenter. Dès que vous voulez rajouter des fonctionnalités dynamiques, il va évidemment falloir rajouter plus ou moins de code JavaScript et ça va vous prendre du temps. Donc ce que je vous invite à faire, c'est essayer par exemple de créer un formulaire vous-même, par exemple un formulaire de contact qui enverrait un mail en Ajax. Essayez de faire ça, ça peut être un bon exemple pour votre système, de gérer les erreurs de validation, de gérer l'attente en mettant par exemple, en affichant une petite image avec un petit loader. Voilà. Après, c'est vraiment à vous d'imaginer les applications de l'Ajax pour ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous aura permis de mieux comprendre cette notion. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à venir nous voir sur IRC. Rendez-vous dans le prochain tutoriel.